Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qu'on attend ici depuis longtemps. Ouais, ça fait 1 an qu'on essaie de trouver la faille commune dans nos agendas respectifs pour rencontrer le chef Maurice Sacco. Alors voilà, c'est fait. Au cœur de l'été, on a trouvé un moment pour le rejoindre dans son restaurant, le bien nommé Mosuke. Alors je vais pas vous en dire beaucoup sur ce qui vous attend. Je vais pas vous dire non plus ce que signifie le nom de ce restaurant. Je vais laisser Maury faire ce job car vous allez l'entendre, il sait parfaitement raconter son histoire et à 31 ans, il porte un regard très clair sur son parcours et sur la manière dont il a construit son univers. C'est bien simple, je crois pas avoir rencontré de chef dont les idées sur sa cuisine et sur la ligne qu'il poursuit m'ont paru aussi nettes. Et pourtant, j'ai découvert Maurice Sacco comme des millions de Français dans une saison exceptionnelle de Top Chef, mais c'est pas ce qui m'a attiré, non. Là où la clarté de son discours étonne, c'est quand on la met face à la ligne qu'il creuse dans son restaurant, une cuisine qui fait dialoguer la France, l'Afrique et le Japon. Vous avez les marqueurs, vous ? Parce que moi, j'avoue qu'avant de l'entendre, j'arrivais pas à me projeter, et donc j'étais au max niveau curiosité. D'autant que pour cette échappée en solitaire, il s'est vu décerner sa première étoile moins de 2 mois après l'ouverture du restaurant. Les musiques de l'épisode ont été composées par Nathan Cohen, Marion Caz est à la programmation, je m'appelle David Ordono, vous écoutez Chef, et il est temps maintenant de laisser la parole à l'un des chefs les plus souriants que je connaisse, à celui qui a découvert qu'en lui, depuis tout petit, se trouvaient les racines d'une cuisine inédite, à celui dont Thierry Marx a bouleversé le destin, qui n'aurait pas été face à moi sans les mangas et ces reportages télé qu'on regarde sans regarder quand, je cite, « on rentre du foot claqué ». Voici l'histoire du grand Maurice Sacco. Ça démarre en banlieue parisienne. Je suis né à Champigny-sur-Marne, mais j'ai jamais vécu. Très jeune, avec ma mère, ils sont partis un peu plus loin avec mon père, donc à Tournai-en-Brie. Donc je suis le 6e enfant d'une famille de 9. Mais à ce moment-là, je suis tout seul parce que mes autres frères et sœurs sont encore au Mali. Après, à 3 ans, j'ai mon petit frère qui naît, donc on se retrouve à 4 avec mes parents. Et 2 ans plus tard, j'ai mes 2 grands frères qui, eux, étaient restés au Mali, qui nous rejoignent. 4 ans plus tard, c'est mes 2 grandes sœurs qui sont au Mali qui nous rejoignent, donc on se retrouve à 6. Donc au fur et à mesure, moi je découvre et j'apprends à connaître ces gens qui sont mes frères et sœurs, mais que je connaissais pas à la base, parce qu'on se voyait quand j'allais au Mali pour l'été, mais on vivait pas ensemble. Donc petit à petit, la famille s'agrandit, mais dans un sens inverse à celui dont on a l'habitude, parce que moi je découvre des grands frères et sœurs au fur et à mesure. Et après, par la suite, j'ai 2 petites sœurs qui naissent entre-temps, donc on se retrouve jusqu'à maximum 7 dans cette maison. Et après, au fur et à mesure, les grands se marient, s'en vont, mais en tout cas, ça commence comme ça. Je suis dans une famille de footeux, donc je me souviens avec mes frères, petits et grands, des journées entières à jouer au foot, à regarder des matchs de foot, à rentrer à la maison, à jouer au foot sur la console. Ouais. C'est vraiment nous ces moments-là, c'est ces journées-là, c'est comme ça qu'elles se structuraient toutes nos journées. Et puis après, les repas, c'était découpé par des repas où justement on mangeait en famille, tous ensemble. On va dire, on n'était pas à 7 autour du même plat, ça fait beaucoup, mais on découpait, on faisait 2 équipes. Et ces repas justement organisés par ma mère, où c'est aussi ses souvenirs de l'avoir cuisiné, des fois, l'impression qu'elle passait sa journée dans la cuisine. Elle a commencé très tôt le matin, parce que c'est des cuissons qui sont très longues, et puis finalement, elle revenait au fur et à mesure, réajuster, et autres. Et ces repas de fête, les samedis, les dimanches, où on recevait beaucoup d'invités, beaucoup de monde qui passait à la maison. Et c'est vrai que moi, j'ai
j'ai grandi dans une maison où il y a toujours eu du monde, toujours eu du bruit, toujours eu des gens qui passent. Et toujours des hyper odeurs animé, de quoi. cuisine, du coup. Ouais, toujours des odeurs de cuisine. Si ça devait cuisiner tout le temps, si c'était long, c'était des longues cuissons, il devait y avoir toujours un truc. Qu'est-ce qu'on mangeait, justement? C'est quoi les souvenirs que tu as de ce moment-là, en point de vue de la table et de ce que vous partagez, hein? Bon, on mangeait un peu toutes les spécialités d'Afrique de l'Ouest, hein. Donc, ça passait d'un attiéké poisson à du tchéboudienne, qui est vraiment le plat sénégalais par excellence, le mafé, le yassa, mais c'est vraiment toutes ces recettes d'Afrique de l'Ouest. Et moi, je mangeais, je pense, un peu plus comme un gamin de Bamako, de Dakar, que comme un gamin parisien. Donc, c'est vraiment toutes ces odeurs qui étaient moi tout le temps à la maison. J'étais gourmand, donc j'allais, quand j'avais faim, j'allais choper 2-3 trucs dans la cuisine, mais je me suis jamais imaginé, en tout cas, préparer ce plat qu'elles étaient en train de faire, et je m'imaginais bien le manger, ça, il n'y a pas de problème, mais le préparer à ce moment-là, je me projetais pas du tout dans cette pièce, c'était vraiment un peu les territoires de ma mère, et quand on rentrait, quand on rentrait dedans, on nous demandait qu'est-ce que tu veux, quoi. Ah ouais. Bah, je veux à manger. Non, c'est pas prêt, tu sors. Et c'était un peu le résumé de ma relation avec la cuisine pendant mon enfance, quoi. À partir de la fin de primaire, début de collège, donc je commence à ne plus rentrer manger chez moi le midi, je commence à manger à la cantine. Donc je découvre une nouvelle cuisine, bon, pas sous son meilleur jour. Je sais pas si on peut parler de cuisine. Pas sous son meilleur jour, mais pour moi, je commence à découvrir des daubes de bœuf, des moules frites. Une moule, je n'avais jamais vu avant, quoi. Ouais. Il y a toutes ces recettes-là, en fait, que je découvre, moi, par la cantine. Donc, pas avec grand plaisir, Ouais. mais que je découvre. Donc, c'est assez drôle, quoi. Donc, quand j'ai à la cantine, il y a des plats qui me paraissent totalement déjantés, quoi. Un pamplemousse, ça m'a pris environ 5 ans avant d'apprécier un pamplemousse. Je ne mangeais pas de pamplemousse. Je trouvais ça trop amer. Et il y a plein de choses comme ça. Et petit à petit, on s'habitue. Et puis, on s'habitue à ces nouveaux goûts, quoi. J'ai eu de la chance, j'étais plutôt bon élève. Donc on me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas trop. On me dit, il faut quand même que tu y réfléchisses. Tu peux continuer en général, mais bon, au bout d'un moment, il va quand même falloir, même le choix du général doit déboucher sur un métier. Et à ce moment-là, j'ai comme un petit déclic et je me dis, en fait, il y a un truc que j'aime bien. Je sais pas si je serais doué pour ça, mais la restauration et l'hôtellerie en général, je crois que je regardais beaucoup les dimanches quand on était cramé du foot et qu'on rentrait, les documentaires du dimanche après-midi, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, je pense, 10 ans après, dans des grands palaces et autres. On va voir le concierge, puis ensuite la femme de chambre, puis on finit par les cuisines. Et je bloquais toujours sur la partie cuisine. Et donc, je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'essayer. Et donc, je me suis orienté vers un bac, du coup, professionnel. D'abord, c'est le BP avant, en hôtellerie-restauration. Du coup, tout le monde m'a dit, mais t'es sûr? Tu peux faire mieux, tu peux faire autre chose. Et finalement, je me suis dit, non, c'est ce que j'ai envie d'essayer. J'ai envie de découvrir un métier. Et je me suis lancé vraiment comme ça pour voir. Ouais, ça vient de la télé, vraiment. Ces métiers, j'aurais jamais pu y penser, ni même me dire que j'étais un tout petit peu intéressé par si j'avais pas vu ça à la télé. Donc, et tu te souviens, ou tu te dis aujourd'hui qu'est-ce qui devait te plaire là-dedans, dans ce que tu voyais dans ces reportages sur les cuisines ou les palaces ou les... Je pense que ce qui me plaisait, c'était peut-être cette dimension un peu d'excellence où on avait un peu, en tout cas c'est ce que ces reportages montraient tout le temps, ce souci du détail, l'idée de pousser au maximum de ce qu'on peut faire. Et puis je pense que c'est cette notion qui m'a attiré. Puis j'ai toujours aimé les belles choses, on va dire, en sens large. Et ils faisaient du beau avec leurs mains, les lieux étaient beaux, ils étaient tous tout beaux, habillés tout en blanc. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, mais je pense que c'est ce qui m'a attiré dans un premier temps. Et donc, premier cours de cuisine, je me retrouve à ce moment-là plus déguisé qu'habillé en cuisinier, parce que c'est la première fois qu'on le met, on a la veste de travers, le tablier, on sait pas le mettre, la toque, ça ne va pas du tout. Donc, ce premier cours, on se moque les uns des autres, quoi. Et là, je me retrouve face à une volaille, on nous explique comment brider une volaille. Je me souviendrai toujours, c'était mon premier cours de cuisine. Et on s'est retrouvé, en fait, finalement, à faire de la couture sur un poulet, quoi, à coudre ses poulets avec la ficelle pour bien l'attacher et tout, pour qu'ils se tiennent bien à la cuisson, nous expliquer les différents trucs de cuisson. Et c'est vrai que dès ce moment, j'ai accroché tout de suite parce que je trouvais ça d'abord marrant. Et ensuite, j'étais pas trop mauvais.
à la fin, on a fini de cuire ce poulet, on l'a vu, on a pu le regarder. Et il y avait cette petite satisfaction, on va dire, de l'artisan c'est moi qui l'ai fait, quoi. Ouais. Voilà, c'est mon poulet, je l'ai habillé, je l'ai vidé, je l'ai découpé, je l'ai cuit. Et ces petites satisfactions, ça m'a plu tout de suite. Je me suis dit, c'est génial, en fait, avec 2 mains et un poulet, on peut faire ça. Il y avait énormément de choses à découvrir de par les techniques, mais aussi par des produits que moi, ma mère, je connaissais pas, c'est un artichaut. Oh. C'est le choc culturel pour moi, un artichaut. La première fois que j'ai vu un artichaut, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et le prof nous a accompagnés, nous a montré comment préparer l'artichaut. Déjà, c'est hyper fastidieux à faire, un artichaut. Et ensuite, le goût, j'étais incapable de le définir. Pour moi, ça ressemblait à une pomme de terre amère. Ce que je dis à mon prof, il me dit, c'est le goût d'un artichaut. Je fais, ok, d'accord. Et c'était toujours comme ça. Donc, le cours d'après, c'est le fenouil. Pareil, fenouil, wow. Big Bang. Je sais pas ce que c'est un fenouil. Je connais la taille, je connais la forme, je connais le nom, mais le goût, réellement, manger un fenouil et prendre plaisir à manger un fenouil, jamais de la vie. Donc, et c'était ça, pas tous les jours, parce qu'on n'avait pas des cours de cuisine pratique tous les jours, mais c'était comme ça toutes les semaines, quoi. Donc, moi, j'ai adoré cette période qui a duré 4 ans d'école culinaire. Et ta famille, à ce moment-là, elle te suit comment dans cet engagement? Parce que tu as dû surprendre un petit peu en te disant je vais faire ça, sachant que tu rentrais pas dans la cuisine. D'un coup, tu deviens le chef cuisinier de la famille, quoi. Ouais, sur ce moment-là, moi, ma famille, jusqu'à ce que je finisse mes études, t'es sûr. Quand ils me voyaient, parce que moi, le lycée hôtelier était quand même très loin de chez moi. Donc, je partais pour l'école. Moi, il était 7h du matin. Parfois, quand on avait TP, quand on commençait très tôt, je vais partir à 6h30. Donc, quand on a 15 ans et qu'on doit partir à 7h du mat en même temps que son père qui part au travail, on est donc ça demande une sacrée dose de motivation et d'envie. Et moi, ma mère me disait, t'es toujours sûr et tout? J'ai dit, ouais, j'aime bien et tout. Elle me disait, ok, d'accord. Et elle surveillait ça comme ça d'un œil un peu surpris, mais voilà, vous voyez que j'étais content et que je tenais la barre, donc elle me laissait faire. Et donc, à ce moment-là, je commence en apprentissage. Donc, vraiment, mes premiers pas dans une vraie brigade de cuisine en tant qu'apprenti. Et Tu te souviens des premiers moments où tu es arrivé dans ce milieu-là? Parce que là, du coup, tu bascules du côté pro, quoi. Tu vas voir à quoi ça ressemble, quoi. C'est ça, ce premier jour, si, je m'en souviens. Et je me souviens que je me sentais plus déguisé déjà. Donc, ça, c'est pas mal quand j'avais bien en cuisinier. Je mettais ma tenue de travail. Donc, ça, c'était cool. Et arrivé là, les présentations avec l'équipe. Et puis, en fait, mon premier feu de service, le premier vrai, parce qu'à l'école hôtelière, on a les restaurants d'application, on fait des services, mais c'est vraiment très chill. On n'est pas là pour ressentir le feu, on est là pour faire bien les choses. Et donc là, première fois où je me suis retrouvé, j'ai entendu les bons réclamer et tout, oui chef, et l'énergie qu'il y avait, je me suis dit, il va falloir s'accrocher et aller tout de suite, sinon ça va être chaud. Et je me souviens mettre cette tiny motivation en me disant, bon, vas-y, on y va. Et tout de suite, au bout d'une semaine, j'étais parfaitement dans le rythme et tout, et j'ai adoré justement la concentration qu'il faut pendant un service. Et si t'es pas concentré, en fait, le service, il peut pas bien se passer parce que t'auras toujours un temps de retard et de la concentration que ça demande et le fait de penser à rien d'autre que pendant 2h30, 3h, le service. Donc, bam, 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 on envoie, on se concentre, on est précis. Et j'ai adoré ce côté, je pense plus à rien et je suis focus sur mon travail. C'était dans quel genre d'endroit? C'était un restaurant qui était place du marché Saint-Honoré. C'est un restaurant, c'était au cœur de Paris, quoi. Ouais, au cœur de Paris. Et qui était italien. Donc, j'ai commencé dans un restaurant italien. Donc, c'est assez marrant. On faisait des pâtes, on faisait viande, poisson, des pizzas, les entrées. Ouais. Et j'ai beaucoup appris là-bas, surtout sur le rythme d'envoi, parce que c'était un gros porteur, et sur l'état d'esprit à avoir dans une cuisine. Au bout de 2 ans, donc j'ai mon bac. Et là, je décide que il est temps de un peu réaliser mon rêve et d'aller travailler dans des hôtels. Et donc, à ce moment-là, j'envoie des CV dans plein d'hôtels 5 étoiles et quelques palaces. Donc, à ce moment-là, j'ai l'hôtel du collectionneur qui est un 5 étoiles qui répond favorablement. C'est quoi ton impression quand tu débarques dans ce monde-là, qui est la restauration, mais pas complètement non plus, quoi. L'hôtellerie, c'est encore un autre écrin. C'est autre chose encore. Donc, je découvre déjà le côté très grand, les équipes, parce que dans un hôtel, il n'y a pas que des cuisines, il y a les femmes de chambre, il y a le spa, il y a la réception, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, je me souviens me dire, wow, juste il y avait une cantine, la cantine était énorme, et me dire,
Ah oui, c'est très grand. Et derrière, la brigade, la gestion. Et ce qui était bien dans cet hôtel, c'est qu'on changeait de poste tous les 2 mois à peu près. Donc j'y suis pas resté longtemps, je suis resté un peu moins d'un an là-bas. Mais j'ai pu voir le garde-manger, les garnitures, le show, les banquets. Et ce qui est cool dans un hôtel, c'est qu'on a comme plusieurs restaurants dans le même site, donc plusieurs types de cuisine dans le même site. Et ça m'a permis de pouvoir déjà avoir une première touche avec tout ça, quoi. Et est-ce que tu valides, là tu parlais de rêve pour le coup, à ce stade de ta vie, est-ce que tu te dis, en fait, moi je vais faire ma vie là-dedans? Parce que là, on dirait que ça s'est un peu installé quand même. À ce stade, je dirais que j'aime bien. Je suis un bon professionnel, donc je fais bien mon travail. Mais je ne pourrais pas dire que je suis encore passionné au sens propre où je dors, je mange, je vis cuisine. J'y suis pas encore. J'aime tout autant ce métier, mais j'aime tout autant rentrer le soir avec mes potes et jouer à la console et regarder des matchs de foot, quoi. Ouais. Donc les deux se valent encore dans ma tête. Et j'ai toujours ce côté un peu, faut que je fasse mon rêve, il faut que j'aille travailler dans un palace. Donc au bout de 8 mois, je me dis non, mais je veux travailler dans un palace. J'envoie mon CV à littéralement tous les palaces de Paris. Et donc là, j'ai le Royal Monceau qui me contacte pour un entretien d'embauche et je suis pris. Je commence au Royal Monceau, dans un commis de cuisine. Et là, vraiment, j'entre dans l'univers du palace. Et on est avenue Hoche, il y a l'Arc de Triomphe au bout, je passe devant tous les matins pour aller bosser. T'es dans tes reportages là, tu deviens, t'as basculé vraiment dans le reportage qui te faisait rêver quelques années plus tôt, quoi. Ouais, là je suis dans le reportage, je passe devant l'hôtel, il y a des Bentley, il y a les Chevrolet garés, voilà, on passe par la petite porte derrière bien sûr. Et donc je commence et là je ressens un vrai gap quand même par rapport à l'hôtel collectionneur, rien que sur l'exigence, la rigueur, et je sens vraiment ce truc un peu plus lourd, mais en même temps beaucoup plus droit du palace, qui, bien que le collectionneur soit un hôtel 5 étoiles, c'est différent. C'est quand même une différence entre les deux. Et à ce moment-là, comme ça se fait un peu moins maintenant, mais comme ça se faisait à l'époque, quand t'es un jeune commis et que tu connais pas vraiment le métier, on te met au petit déjeuner pour commencer. Et donc, ma carrière en palace a commencé par les œufs. Donc ça commence par l'installation du buffet, du petit-déj. Donc les buffets de palace sont assez chargés. Donc les découpes de fruits, mise en place, les yaourts, les charcuteries, les poissons, vraiment toutes ces choses-là installées sur le buffet. Et ensuite, le service des œufs en fait le matin, donc l'omelette parfaite. Donc au début on se dit je vais juste faire des œufs, mais une omelette de palace, ça c'est pas comme une omelette normale. Donc c'est un vrai coup de main à prendre, hein. Et finalement, au début, on se dit que ça peut être un peu redondant de faire des omelettes, des œufs au plat, des egg muffins et autres. Mais c'est un poste qui, logiquement, je comprends pourquoi on met les commis à ce poste-là, parce que ça apprend à se structurer. Parce que finalement, on est 2 commis sur ce poste-là. Parfois, il y a un chef de partie, parfois non. Et on doit gérer en autonomie toute cette mise en place qui est assez énorme. Et finalement, ça nous apprend le rythme à avoir, ça nous apprend à gérer un service tout seul, ça nous apprend à gérer une liste de mise en place, ça nous apprend à gérer notre économie, à passer nos commandes. Et déjà, c'est beaucoup de responsabilités quand on arrive dans un palace. Bon, au bout de 4 mois, je commence quand même à en avoir marre de faire des œufs. Je dis chef, j'ai mon chef, c'est pas mal, c'est cool, je suis vraiment content d'être là et tout, mais j'aimerais découvrir autre chose. Donc à ce moment-là, je passe au bar. Donc on fait des salades, on fait des sandwichs, mais on fait aussi quelques plats à l'assiette. Donc assez sympa et cool parce que là on a vraiment cet esprit, on est un peu moins seul qu'au petit-déj. Donc on a plus cet esprit de brigade, on a un chef qui est avec nous. Et donc là je commence vraiment à m'organiser dans ma tête et à apprendre à justement travailler de concert sur une brigade de palace. Donc là je suis vraiment, à ce moment-là je suis très content parce que je commence vraiment à me sentir cuisinier, quoi. Humainement, je me sens assez bien parce que finalement, dans ces équipes-là, certes, il y a une rigueur, il y a une discipline, mais dans cette rigueur et cette discipline, il y a une sorte de solidarité qui se crée entre les cuisiniers. Donc, on est
soit on partait à la guerre ensemble et on est tous hyper soudés, tout le monde est là pour se filer un coup de main. Justement, au contraire, on peut se dire les gens sont là pour se tirer dans les pattes, mais vraiment pas. Au contraire, tout le monde se pousse mutuellement et on se file des coups de main. Et puis même entre les différents services, les différents restaurants, quand t'es commis, t'as oublié de commander tes tomates, tu cours, tu vas au restaurant italien, tu vois l'autre commis, file-moi une tomate s'il te plaît. Ouais. C'est tout con, mais ça forme des brigades hyper soudées et puis des amitiés assez présentes. Moi là-bas, j'ai rencontré Mohamed Cheikh par exemple. On a bossé pendant 1 an ensemble là-bas et on est toujours potes aujourd'hui parce que ça soude vraiment quoi. Et donc c'est vraiment et on s'en rend compte après, des années après, quand on sort de Pala, justement, quand on recroise des gens avec qui on a travaillé dans une brigade, il y a ce petit truc qui fait que On a un liés, peu galéré ensemble. C'est ça, on a été connu un la peu même dur. galère. Ouais. Ça soude. Ça soude une équipe. Et ça, au bout de 6 mois à faire des sandwichs, donc je retourne voir mon chef, je dis bon, chef, j'ai fait les œufs, j'ai fait les sandwichs, j'aimerais bien découvrir vraiment le restaurant gastronomique. Et donc à ce moment-là, il y a un nouveau chef qui arrive, Hans Zanner, qui était l'ancien sous-chef de Christophe Moret au Plaza. Donc il prenait lui sa première place de chef. Et un peu d'enjeu, un peu de pression. ouais, un peu d'enjeu, beaucoup d'enjeux, parce qu'il y avait une étoile à l'époque et sa mission était quand même de conserver l'étoile. Et beaucoup de pression, comme c'est son premier poste de chef, donc il voulait vraiment très bien faire. Et donc à ce moment-là, il arrive avec une équipe de mecs qui est assez costaud quand même. Donc c'est des mecs qui viennent du Précathlon, 3 étoiles, de chez Kay, du Plaza, et donc moi. Et donc moi qui débarque là un peu sans trop savoir ce qui m'attend, ce qui arrive. Maintenant je suis assez à l'aise dans l'hôtel, je connais les lieux, je connais les gens. Mais j'ai toujours pas fait d'expérience de restaurant gastronomique encore. Et donc ça démarre comme ça. Et donc là c'est la première fois que je sens un vrai genre de choc où je me dis wow, je suis pas au niveau. Ouais. Les mecs, ils savaient exactement combien de temps ça leur prenait pour couper un oignon, pour cuire une viande, pour lancer la sauce. La liste, elle était structurée et ils pouvaient te dire exactement que cette liste, il la ferait en une matinée, une après-midi. Et cette structuration du travail, l'efficacité, mais qui rejoint aussi la technique, parce que bon, bah, si je dois couper une brunoise et que je la coupe mal, bah, on jette, on recommence. Donc j'ai perdu le temps que j'ai fait à tailler ma première brunoise. Donc faut que je sois capable de tailler la brunoise parfaite du premier coup. Donc une efficacité technique qui est imparable. Ma cuisson, cuire ma pomme de terre, en fait le chef il avait croquante, il avait une cuisson qui est entre deux. Si je la cuis trop, c'est perdu. Si je la cuis pas assez, je recommence. Et toutes ces petites choses là au début, toutes ces petites erreurs par lesquelles finalement il faut passer, donc t'essuies les plâtres au début pour pouvoir bien faire, ça me faisait perdre énormément de temps. Et eux avaient déjà cette expérience et ce savoir-faire qui leur permettait de réussir toute leur mise en place du premier coup, du coup de gagner du temps, de pas recommencer et de parfaitement structurer, de prioriser leur liste de travail. Et après pendant le service, c'était une capacité à se concentrer, une réactivité qui était supplémentaire et une capacité d'observation surtout qui est assez grande. C'est ne pas demander, observer en face. Est-ce que le poisson il est prêt pour que j'envoie ma garniture? Le chef, est-ce qu'il est prêt à dresser pour envoyer la plaque et que ça revienne pas en disant je suis pas prêt? Et toutes ces petites choses-là, finalement, on les apprend en faisant, mais c'est en prenant le rythme petit à petit qu'on arrive à se mettre à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça a été 6 mois à peu près, ça m'a pris bien 6-8 mois à me mettre vraiment au niveau, où ça a été assez intense quoi. Donc le chef, à ce moment-là, je sais pas ce qu'il avait en moi, mais il m'a jamais lâché, il était derrière mon cul tout le temps. Vas-y Maury, vas-y, on y va, vas-y, lâche rien et tout. Les mecs aussi étaient avec moi, vas-y, ils m'aidaient, ils filaient un coup de main quand je suis un peu dans le jus et que je sais pas prêt sur la mise en place et tout. Et c'est vrai que au bout de 6-8 mois, en fait, j'étais comme eux. Ce déclic, moi, j'arrive à le situer assez simplement parce que c'est arrivé à un moment où le chef, parfois, il aimait bien nous lancer comme des mini-challenges. Toi, demain matin, tu me feras le poisson pour la semaine prochaine. Mais jusqu'ici, moi, il venait pas m'embêter. J'avais déjà assez de boulot avec mon boulot. Ouais. Et quand il a commencé à voir que j'étais plus tranquille et que tout allait bien, il est venu, il m'a fait, Maury, en fait, tu me fais un plat pour dans 3 semaines. Et à ce moment-là, un plat pour le restaurant, une étoile et tout, vous êtes sur-chef et tout, il me fait, tu me fais pas chier, tu me fais un plat. Dans 3 semaines, c'est ton plat. Ok, chef. Donc la challenge, dans 3 semaines, tu dois avoir un plat. Un plat. Donc, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je lui prépare. Et donc, à ce moment-là, je commence à regarder, mais je cale un peu. Du coup, je demande à mes collègues, ils font, regarde, tu connais pas les chefs et tout. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que
l'univers du chef, je connaissais rien, mais absolument rien. Je connaissais Robuchon, je l'ai vu à la télé, mais je connaissais rien du tout, quoi. Donc on me fait, vas-y, renseigne-toi, regarde, va voir des plats et tout. Et à partir de ce moment, le soir, en rentrant à la maison, je commence à regarder des articles sur l'univers des chefs, Ducasse, Alain Ducasse, c'est qui, c'est quoi, pourquoi, j'en ai entendu parler, mais pourquoi on en parle? C'est quoi ses plats, c'est quoi sa cuisine? Robuchon, ok, je le vois à la télé, à la purée. Et petit à petit, comme ça, j'ai passé de lire mes articles de transfert sur les sites de foot à lire Alain Dutournier. Pourquoi Alain Dutournier, quoi. Alors que bon, 6 mois avant, je m'en foutais complètement, quoi. Donc, c'est vraiment comme ça que ça m'est venu petit à petit, quoi. En cherchant des plats, en cherchant des recettes. Donc Frédéric Anton, c'est qui? C'est l'ancien seconde, Joël Robuchon. Ah d'accord, ok, des petits points, je comprends mieux. Donc tout ça, en fait, finalement, je l'ai construit petit à petit comme ça, et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai dû construire ce plat, où je me suis dit, je vais m'intéresser un peu quand même à comment on construit un plat, pourquoi on construit un plat, et qu'est-ce qui fait qu'un plat qui, on va dire, qui fait parler, et qu'est-ce qu'il y a de spécifique, quoi. Donc ma curiosité a été un peu piquée, et je crois qu'il a appuyé sur le bon bouton. Et c'est un bouton qui marche assez bien avec moi, et donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à moins penser potes, foot, sortie, et plus penser en fait cuisine. Et alors du coup, le soir, tu rentres, tu lis, mais il y a ces 3 semaines qui vont s'écouler. Comment on travaille un plat en parallèle du boulot qu'on a à faire? Comment ça se passe? Et au final, qu'est-ce qui va sortir? À ce moment-là, quand on veut être tranquille, on reste sur les coupures. Donc j'attends que tout le monde parte. Tu pars pas? Non, c'est bon, je reste. Et puis à ce moment-là, je suis tranquille en cuisine, et puis je fais mes petits essais. Et à ce moment-là, discrètement, en fait, pour être à l'abri des regards. Pour être à l'abri des regards et cramer mon truc tranquille si je le crame, que personne vienne se foutre de ma gueule après. Mais en tout cas, de pouvoir le faire tranquillement dans mon coin, quoi. Et finalement, le plat que je sors, c'est du canard, un magret de canard avec une purée de patates douces et framboises. Donc là, je goûte. J'aime bien ce que j'ai fait. Je peux pas expliquer comment, quoi, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Et donc, je présente au chef. Et là, il me fait « Putain, bien, oui, pas mal et tout. » Et elle me tape comme ça dans le dos. Elle me fait « Ah, c'est bien, vas-y, on le met à la carte. » On le met à la carte. Donc, semaine prochaine, au menu du déjeuner, il y aura ton plat à la carte. Je dis « Vraiment ?» et tout. Il me fait « Bon, ouais, nickel. Tu mets 2-3 chips, ça fait plus de croustillant. Et puis c'est bon, quoi. » Je dis « Ok. » Et donc, à ce moment-là, la semaine qui suit... on propose du canard, purée de patates douces et framboises à la carte au Royal Monceau. Et là, voilà, quoi, chef à garniture, chef de partie cuit mon plat, le chef dresse mon plat. Je suis là, pas mal, c'est cool, j'ai cette petite fierté de... Ouais, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et du coup, je demande discrètement au serveur, quoi, pour pas que le chef me voie à la plonge. Alors, ils ont pensé quoi et tout. Ouais, les retours. Ouais, les retours. Alors, c'était bien, ça plaît aux clients et tout. Et là, je découvre vraiment... c'était super, ils ont adoré. Et je découvre... tu vois, ces petites sensations de putain, trop bien, je l'ai fait, je l'ai pensé, j'ai pris le temps de le penser, les clients l'ont apprécié et tout, et ces petites émotions, à ce moment-là, je m'en souviendrai parce que ça te rend un peu accro à cette sensation de se dire putain, trop bien, je peux fabriquer un plat de mes mains, l'imaginer, le penser, créer un univers et finalement le proposer à un client qui va le découvrir, qui va le lire, qui va le manger. Et là, à ce moment-là, je me dis wow, c'est trop bien, je vais faire ça tout le temps. Ouais. Et à ce moment-là, vraiment, je passe vraiment du simple mec qui faisait son taf, qui voulait le faire bien et qui répondait aux demandes de son chef. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, ce qui est pas mal. Et un mec qui veut aller au-delà des demandes de son chef et qui veut faire son travail, non pas juste parce que c'est son travail, mais qui a à cœur de progresser dans ce qu'il fait et d'amener un peu plus que juste qu'on lui demande. Donc à ce moment-là, je prends ma première promotion et je passe de commis à demi-chef de partie. Ah ouais. Donc je suis content, quoi. Je rentre à la maison, maman, j'ai ma promotion, très bien, je passe demi-chef de partie. C'est quoi un demi-chef de partie? Bon, laisse tomber, c'est trop loin d'expliquer, mais c'est cool. Je reste environ 2 ans et demi au Royal Monceau, donc assez longtemps dans une carrière de cuisinière, on va dire. Et ça s'arrête à un moment où le chef, lui, décide de partir et me dit, écoute, moi je vais partir. Donc si tu veux rester, tu restes, mais si tu veux partir, tu me dis, moi j'ai peut-être une place pour toi chez mon ancien chef. Donc Christophe Moret. Et il me dit, c'est très bien ce que tu fais pour l'instant, mais si tu veux vraiment apprendre dans une école un peu plus dure, et si tu veux vraiment
comprendre ce que c'est que la vraie cuisine française, tu peux aller apprendre avec mon chef. Et donc, à ce moment-là, je démarre au Shangri-La, donc mon deuxième palace, en tant que demi-chef de partie dans la brigade de Christophe Moret. Le Shangri-La qui était un palace tout neuf, mais qui avait un esprit quand même beaucoup plus proche des anciens palaces. Et donc là, je rentre et je découvre un autre step. Je me dis, wow, c'est donc ça le niveau 2 étoiles. Et donc, encore plus de rigueur, encore plus de concentration, encore plus de tension, on va dire. Mais c'est pas une tension, c'était pas violent, quoi. Mais on sentait qu'il fallait pas fauter. Il y avait un peu plus de poids sur les épaules, quoi. Je suis allé dans une brigade où il y avait quand même des mecs qui avaient 35 ans, 30 ans, qui étaient beaucoup plus capés, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux encore. Et là, on était le petit jeune dans cette brigade de mecs plus installés. Et il y avait ce côté beaucoup plus sérieux, quoi. On déconnait moins. Ouais. J'arrivais avec ma tête de Maury et je souriais. On me dit, pourquoi tu souris, tu te fous de la gueule? Bah non, non, c'est ma tête normale, en fait. Je me fous de la gueule. Désolé, mais je souris tout le temps, quoi. Et donc, bon, une fois qu'ils ont compris que je me foutais pas de leur gueule, ça allait très bien, mais c'est bon, ça. Mais bon, je souris tout le temps, quoi. On a deux Macs. Tu souris pas, putain. Tu souris pas, tu fais la gueule. Non, mais je vais sourire tout le temps parce que c'est comme ça que je fais, quoi. Je sais pas faire autrement, donc voilà. Et donc, il y a ce moment où cette prise, on va dire, de connaissance, de conscience de mon terrain. Et derrière, après, j'ai énormément appris là-bas sur, on va dire, ça finit de ma formation de cuisinier français, quoi. J'ai appris vraiment la belle école française, comment on fait un jus et un fumet, comment cuire une viande, comment cuire un poisson. Vraiment la belle cuisine française, parce qu'autant... mon chef Hans Savant était jeune, donc il aimait beaucoup mélanger les inspirations, aller sur des trucs un peu plus pointus. Et autant Christophe Moret, c'était une précision, mais c'était très Ducasse, quoi. C'était très Ducasse. Mais la belle cuisson de légumes, la belle cuisson de viande, la belle sauce. Et c'est vrai que c'est une cuisine que je connaissais pas, qui est peut-être un peu moins fun, mais qui, quand on sort de là, on sent que il y a pas de problème. Ouais. Je sais tout faire. Je sais tout faire et je sais tout très bien faire. Et c'est un peu ce que j'allais chercher à ce moment-là. Pendant tout ce temps, moi, il y a un chef dont la cuisine m'attirait énormément et dont le parcours m'inspirait aussi beaucoup, qui était Thierry Marx. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je travaillerais dans ses équipes et tout. Et donc là, j'envoie un CV, mais de manière spontanée, au Mandarin Oriental. Par chance, à ce moment-là, je cherchais quelqu'un. Et donc, j'arrive... au Mandarin Oriental, comme ça, quoi, vraiment. Encore une petite adresse. Vraiment. Je suis assez têtu, donc un troisième palace, donc j'ai fait quasiment j'ai fait que ça dans ma carrière finalement. Et donc j'arrive au Mandarin Oriental comme ça, en me disant Thierry Marx avec toute l'image qu'il porte, donc cette passion pour le Japon. Le Japon, j'adore ça depuis tout petit. Entre deux matchs de foot et après avoir joué à la play avec mes frères, je regarde des mangas depuis tout petit. Dans le manga, dans l'univers manga, ce qui me plaisait, au début quand j'étais jeune, c'est la bagarre. Mais la base. Mais après, non, mais c'est des belles valeurs. C'est toujours des valeurs un peu, c'est toujours les mêmes. Hein. Ça peut être des fois un peu gnangnan, mais c'est toujours des histoires un peu de fraternité, de combat contre soi-même, de motivation, de confiance en soi et tout. Donc c'est toujours des valeurs assez cool qui sont prônées dans le manga. Et après, il y a toute la culture japonaise en fait qui se rapproche beaucoup des cultures africaines sur la philosophie. Donc sur le respect des anciens, sur cette connexion qu'ils ont un peu la croyance aux esprits dans le shintoïsme et tout ce côté un peu contemplatif qu'il peut avoir dans la culture japonaise, quoi. J'ai fait du judo très jeune, donc j'ai été aussi... notre prof de judo nous apprenait à faire le sport, mais nous a beaucoup aussi appris sur le bushido, donc qui sont les valeurs du samouraï finalement. Et donc j'ai été baigné dans ces valeurs-là aussi très jeune. Et donc j'ai toujours vécu un peu comme ça dans cette philosophie et cet esprit à la japonaise. Et derrière, il y a la découverte de cette nourriture japonaise, parce que dans les mangas, ils mangent énormément.
Ouais. Et donc, en regardant ces mangas, je me suis toujours dit, bon, est-ce que c'est vraiment bon ce qu'ils mangent? Parce que quand je vois ce sushi, quand je vois l'onigiri dans Pokémon, le ramen de Naruto et tout, pour moi, c'est des plats que je connais pas du tout, quoi. Ouais. Et donc, ça avait piqué ma curiosité quand j'étais jeune. Et tu les as découverts comment les premières fois d'ailleurs ces plats? Parce que tu as dû vouloir aller voir ce que c'était en vrai. Quand on est à Paris, c'est plutôt facile pour le coup. Ouais, c'est ça, ça a commencé avec mes premiers sous, on va dire. Et avec mes potes, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va manger, on va goûter un sushi, quoi. Et donc, c'était à cette époque-là, c'était dans un truc bas de gamme, quoi, le restaurant asiatique de la ville où, Ouais. où on fait des sushis, des feux et un wok à côté, quoi. Et donc, mon premier sushi, quoi. Donc, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, sushi, c'est exotique à ce moment-là. Vraiment, c'est le riz, je le connais très bien, j'en mange tous les jours. Mais nous, on le mange chaud, celui que ma mère prépare, donc pas froid. Et le poisson, je connais, mais on le mange cuit. Donc, du poisson cru sur un riz froid, pour moi, c'est genre culturellement, c'est à l'opposé de ce que je connais. Et donc, je mange ce sushi et dès la première bouchée, j'adore ce que je mange. Wow, c'est bizarre, mais j'adore. Oui. Et donc, comme ça, petit à petit, premier sushi, ensuite premier ramen, le nigiri, le yakitori, et petit à petit, je découvre comme ça tous les petits plats populaires japonais, quoi. Bon, je débarque dans cette brigade du Mandarin oriental, et c'est vrai que j'ai tout de suite adoré l'esprit qu'il y avait dans les cuisines, et le chef, la manière, le positionnement du chef, quoi. Il était, C'est quoi l'ambiance du coup? C'est quoi le positionnement du chef et c'est quoi l'ambiance que tu vois, que tu perçois comme différente de ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant? l'ambiance, c'est... Déjà, quand je souriais, on me demandait pas si je me foutais de leur gueule. Non, mais on avait une équipe qui était des jeunes. Les sous-chefs avaient la trentaine, tous. Hyper motivés. Il y avait beaucoup de diversité dans les équipes. Donc, au sur-mesure, la brigade, c'était... finalement, la diversité, elle était inversée. Au sur-mesure, on avait 60 à 70% de japonais dans l'équipe. Ouais. Donc, c'était quand même très japonais sur le restaurant gastronomique. Dans les autres équipes, on croisait des gens du monde entier, parce que Thierry Marx, finalement, a tiré quand même beaucoup plus large que d'autres chefs. Et c'est vrai que je suis toujours tout de suite senti bien dans cette équipe. C'est la première fois que j'avais cette figure de chef qui était pas... Oppressante. Ouais, qui était pas... On sentait pas de pression, quoi. Ouais, on sentait pas de pression quand il arrivait. Au contraire, on était là, on était content de le voir. Ah, chef, vous allez bien? Et il y avait toujours il y a ce respect, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus humain qui se détachait. Et au tout début, quand je suis arrivé avec cette brigade constituée à 60-70% de japonais, les pauvres, ils se souviendront de moi longtemps parce que j'arrêtais pas de les embêter tous les jours. Bon, putain, j'ai vu le dashi, j'en ai jamais goûté, s'il te plaît, vas-y, viens cet après, on reste à la coupure, tu me fais goûter un dashi. Eux ne rentraient jamais, ils étaient très japonais dans l'idée, donc les mecs étaient au boulot toute la journée, ils s'arrêtaient parce qu'on les foutait dehors de la cuisine, mais sinon ils s'arrêtaient pas, du coup. Du coup, j'ai dit, vas-y, on se fait un dashi cet après, tu me montres. Donc, ils me disaient, ouais, voilà, le dashi, puis j'allais voir l'autre, bon, lui, il m'a montré le dashi, mais toi, montre-moi comment toi tu le fais, parce que j'ai compris qu'il y avait des différences entre le nord et le sud qui étaient assez fortes au Japon. Et donc, c'est bien, ce qui était bien, c'est qu'on avait un peu des mecs de partout au Japon. Et donc, j'allais voir. Et puis, toi, le lendemain, parce que j'ai toujours été passionné par la gastronomie japonaise, mais j'ai jamais été sur le côté très kaiseki, sushi uniquement. J'adore la cuisine populaire, domestique. Donc, fais-moi un curry, un katsukuri à la japonaise et tout. Et on se faisait comme ça pendant un an. Au moins 2 à 3 fois par semaine. Il me faisait des mini masterclass à chaque fois sur des produits. Des fois même le matin, pendant des mises en place, on lançait un petit truc sur le côté. Il faut pas que le chef y voit, mais je te montrerai à la coupure et tout. Et c'est vrai que moi, je dirais que c'est là où j'ai le plus appris sur la gastronomie japonaise. Finalement, c'est au contact humain avec mes collègues. Et un peu en parallèle du service, quoi, avec le gars dans la brigade. C'est ça. Je te fais un bouillon et tu vas voir ce que c'est. C'est drôle. C'était assez marrant comme période, mais c'est une période qui était géniale. Et en parallèle, après, il y avait toutes les recettes du chef, où là, justement, je découvrais ces produits. Le miso, oui, je sais ce que c'est. Je vois théoriquement comment ça s'utilise, mais mettre du miso dans un jus de viande, j'aurais jamais pensé. Mais finalement, en goûtant, waouh! Et ça, tout de suite, il y a quelque chose un peu comme s'il avait pété un plafond de verre ou ouvert des portes que j'avais jamais ouvertes en me disant, ah ouais, c'est pas con parce qu'on peut utiliser ces produits japonais ou ces produits français pour en faire une recette totalement autre et finalement détourner l'usage parce que on n'est pas japonais, on n'a pas non plus ce côté fermé à l'utilisation du produit et finalement l'utiliser comme on le souhaite, quoi, et se dire, en fait, ça a un peu ouvert quelque chose dans ma tête et me dire,
ouais, il y a une liberté totale. La connaissance du produit nous permet finalement pas juste de reproduire une recette, mais nous permet de créer quelque chose d'autre avec ce produit et l'amener dans une recette qui est totalement insolite. En faisant parler deux mondes, en fait. C'est ça, finalement, cette communication entre les deux mondes. Et le Kemas, ça a toujours très bien fait, et le fait d'ailleurs toujours très bien. Mais en amenant une vinaigrette, très bien, on fait une vinaigrette. Mais si, au lieu de la monter avec juste un vinaigre très classique, je le fais avec un vinaigre de fleur de cerisier, bah, ça m'amène une vinaigrette qui va aller totalement ailleurs et qui va m'amener sur autre chose. Ce qui me reste en mémoire, je dirais, c'est, bah, j'en ai parlé juste avant, du premier dashi qu'on ait fait. Et ce qui me reste en mémoire, c'est cette sensation de fadeur, en fait, du dashi. Parce que comme il l'a fait, comme ils le font au Japon, j'écoutais, je fais, il manque un truc là, il manque du sel ou... Elle me fait, non, ça c'est le goût du dashi. Voilà, c'est un dashi, c'est ça le goût. Du coup, je fais goûter aux autres. C'est vraiment ça. Elle me fait, ouais, sous pas de ta gueule. Et je fais, ok, d'accord. Et en fait, c'est comme si j'avais compris un pan de la cuisine japonaise juste en goûtant un bouillon dashi en me disant, ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment cette finesse et cette délicatesse à laquelle ils sont habitués au quotidien, quoi. Donc, et quelque part, ça rejoint justement ce côté un peu très culturel japonais, assez finalement où on prend le temps et on prend du recul et finalement quand on mange, bah, on prend le temps de la dégustation et d'apprécier toutes les notes et la complexité de l'arôme d'un bouillon et finalement on n'a pas besoin de surassaisonner ou d'aller dans quelque chose de trop prétentieux sur l'assaisonnement pour apprécier le plat. Finalement, mandarin, je vais rester 4 ans et demi. Et donc, dans ces 4 ans et demi, je montais petit à petit dans l'échelle, donc de demi-chef à chef de partie, à premier chef de partie. Et au bout de 2 ans en mandarin, il y a une opportunité qui arrive vraiment par hasard comme ça. Et je passe sous-chef au mandarin oriental. Donc, et à ce moment-là, bah, j'ai 24 ans. Donc, donc à 24 ans, passer sous-chef en palace, c'est quand même pas rien, quoi. Et donc, je dis, bon, bah, ok, on va essayer, on va voir, quoi. On va essayer, on va voir. Donc, je me retrouve à 24 ans sous-chef donc au mandarin oriental. Et donc, quand on est sous-chef dans un palace, finalement, on n'est pas cantonné à un restaurant. Donc, on peut aussi bien être le midi au sur-mesure aux 2 étoiles, puis l'après-midi avec les gars au Cabelia qui était un peu plus brasserie et finir au banquet le soir, envoyer un banquet de 40 personnes. Donc ça demande beaucoup de flexibilité et ça demande d'avoir aussi l'œil sur tout ce qui se passe en cuisine dans tout l'hôtel. Donc on parle de 6 cuisines différentes où il faut garder un œil, faire les plannings et gérer tout ce petit monde, c'est environ 80 personnes, quoi, la brigade. Donc avant, bah, j'étais chef de partie, donc je gérais mon poste et j'étais très focus opérationnel et je m'attelais à ce que tout soit bien sur mon poste pour aider mon chef et mon sous-chef pour qu'ils aient pas de problème avec ma section en tout cas et que tout se passe bien, à un poste où on est un peu moins en cuisine, où en tout cas on touche moins le couteau et on est plus dans la gestion management. Et à ce moment-là, bah, je découvre vraiment la deuxième ou peut-être la plus grande force du chef Marx qui est on va dire sa politique en management. Qui pour moi c'est un mec qui avait 10 ans d'avance sur tous les autres, sur tout ce qu'il peut transmettre et sur la manière dont un chef doit se positionner par rapport à sa brigade. Il y a une notion d'être dur avec les faits et bon avec les gens. Donc cette notion de dire que bon bah je sais pas, t'as raté ta cuisson de poisson, bon bah ta cuisson de poisson c'est nul, mais toi tu n'es pas nul. Donc souvent un problème en cuisine c'est qu'on peut faire la confusion et dire bah lui il est mauvais, il a raté son poisson. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est plutôt il a raté son poisson, donc ton poisson oui ça c'est nul, mais toi tu n'es pas nul, donc maintenant je vais te montrer comment faire pour bien le faire. Et une fois qu'il le sait, bah, il le fera bien, puisque c'est pas lui le problème, c'est sa technique, ses connaissances, mais une fois qu'on lui apporte ses connaissances, bah en fait il sait faire. Donc il y a cette logique de se dire qu'on n'attaque jamais l'humain et que justement on est là pour développer l'humain. Donc quelque part on est là pour accompagner les équipes et que pour accompagner ces équipes on doit être capable d'eux. Et derrière, bon bah pour être capable d'eux, il y a ces 3 notions fortes. Il y a son savoir-faire, donc le savoir-faire. Donc je sais faire, je suis chef, je réalise ma recette et je sais très bien la faire. Le savoir-être, je suis sous-chef, donc je me comporte tel quel. Je suis chef, je suis responsable, je manage mes équipes mais dans le respect, la bienveillance. Et après, le plus dur, le savoir-faire, qui est transmettre ce savoir-faire et ce savoir-être à mes équipes.
Je m'en sers encore aujourd'hui et puis je me vois plus faire mon travail de chef autrement que comme ça, moi. C'était une super école pour moi et je pense que c'est vraiment là où j'ai appris. Avant, je suis arrivé, j'étais un bon cuisinier, je savais cuisiner, mais où j'ai appris à être littéralement chef. Et donc, manager mes équipes, amener des gens à proposer ce que je voulais, de la manière dont je le voulais, et tout ça en le faisant d'une belle manière. Et c'est vraiment là-bas où je l'ai appris. Et en parallèle, pendant tout ce moment, j'étais sous-chef, donc le chef nous laissait énormément de liberté sur la créa. Donc je pouvais créer. Il y avait deux logiques. Soit ils nous lançaient, ils nous disaient bon bah les gars, vous allez me faire un plat autour du poisson, de la pêche et allez, go en cuisine et vous me proposez et je verrai si c'est bon. Et ou des fois il arrivait avec une idée fixe et il fallait faire ce plat, et il fallait que ça lui plaise. Ou d'autres fois en fait, on était totalement libre sur la créa. Et il fallait juste que ça lui plaise. Donc voilà, c'était des testings, on ramenait les plats, les baguettes. Il goûtait, c'est bon, ça lui plaît, on met au menu. Avec les produits. Avec les produits, avec toute la brigade d'un palace. Donc cette liberté totale, quoi. Et donc j'ai commencé un peu à faire les premiers trucs qui étaient un peu ma cuisine, quoi. J'ai commencé à développer mon identité culinaire et au fur et à mesure des essais, au fur et à mesure des plats. Bien sûr, toujours en gardant l'idée que je devais faire quand même du Thierry Marx. Donc, il y avait certains préceptes que je devais respecter quand même dans la cuisine. Mais j'ai commencé, quand j'étais libre sur les goûts, à aller sur des choses qui me parlaient plus. Commencer à travailler beaucoup les épices, commencer à travailler plus le piment, utiliser des ingrédients japonais, mais d'une manière détournée. Et toutes ces choses-là, j'ai pu, non pas les affirmer, mais les découvrir et affûter un peu ma lame en tant que sous-chef au Mandarin. Et donc, au bout de 2 ans et demi, je commençais à sentir que voilà, quand ça commençait à me démanger, j'avais envie de proposer ma cuisine à un peu plus que juste au chef Marx et que derrière la ramener un peu plus dans sa dimension et proposer plutôt ma cuisine. Donc c'est arrivé comme ça petit à petit. Donc au bout de 2 ans et demi, je vais voir donc le chef et je lui dis je réfléchis à partir et je pense que j'ai envie d'ouvrir mon restaurant. Il me dit honnêtement, moi j'ai au principe, je retiens jamais mes sous-chefs parce que des chefs, quand leurs sous-chefs partent, c'est non, jamais de la vie, tu restes et tu restes ta vie avec moi. Mais lui, il a pas cette idée. Il me dit, moi, l'idée, c'est que vous restez pas toute votre vie avec moi. C'est qu'une fois que vous êtes assez développé et que vous devez bouger, n'hésitez pas à bouger. Au contraire, il m'a dit, si tu as besoin de la moindre aide, du moindre conseil et tout, viens me voir, je t'accompagnerai. Je sais ce que tu as fait ici pour moi et tout. Donc, je te suis, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, une fois que j'ai lâché ce point, on va dire, et dit putain, trop cool, je peux bosser sur mon projet. Et donc, à ce moment-là, je suis encore en mandarin et je commence à définir les contours de ce que va être Mosuke. Tous les soirs, je vais dire quelle cuisine j'ai envie de faire. Au tout début, Mosuke, je voulais faire un restaurant qui était entre les gastronomies françaises et du continent africain. Parce que justement, cette cuisine du continent que j'ai mangée toute ma jeunesse, exclusivement en fait, je sais qu'elle est très bonne, je sais qu'elle est sous-représentée d'un point de vue gastronomique et je sais que à ce moment-là, je me sens capable d'avoir la technique pour l'amener sur un pan gastronomique tout en gardant les goûts. Donc là-dessus, j'ai pas de doute, quoi. Mais je commence petit à petit à faire mes petits essais dans mon coin en cuisine, quand j'ai le temps, en mandarin, quand j'ai 2 minutes. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de mettre un truc japonais dedans. Je peux pas m'empêcher. J'ai la mauvaise manie, j'assaisonne énormément avec la sauce soja, par exemple. Donc, je trouvais avec du miso dans mon mafé, du yuzu dans mon yassa. Et je suis putain, non, c'est pas ce que tu dois faire. Tu dois faire France, Afrique, lâcher Japon. Et au bout d'un moment, en fait, pourquoi je m'embête Je choisis de pas choisir. Ça fait aussi partie de toi désormais. Ça fait aussi partie de moi et j'arrive pas à faire ça. Donc, faisons les trois en même temps. Et dès que je prends cette décision, en fait, là, tout de suite, boum, tout s'éclaire. Et sur mes essais, je suis beaucoup plus fluide sur la réflexion de ce que va être le restaurant. Et là, je tombe sur l'histoire de Yasuke. Et là, je suis waouh. C'est exactement ce que je vais faire dans mon restaurant. Donc, l'histoire de cet esclave qui, par le biais, en passant par l'Inde, se retrouve au Japon et rencontre le seigneur, à l'époque, un seigneur féodal, donc le seigneur Nobunaga. Et donc qu'il prend un peu sous son aile, qu'il affranchit et petit à petit monte tous les strates jusqu'à se retrouver au rang de samouraï, qui était un des rangs les plus élevés, on va dire, dans la société japonaise à cette époque. Et donc je trouve ça génial, cette histoire de cet Africain qui était esclave, qui se retrouve affranchi au Japon et qui s'acclimate totalement au Japon et qui finira sa vie d'ailleurs. Et je dis c'est exactement un peu cet échange culturel que j'ai envie d'interpréter dans ma cuisine et
Et donc, le nom vient comme ça. Je me dis, bah, vas-y, on va lui faire un petit hommage à Seiya-Suke. Et Mosuke arrive comme ça. Donc, super fier de mon nom et tout. Une contraction, donc, entre... Ouais, une contraction entre donc, le mot qui est tiré de mon prénom, donc Mori, et la partie Suke qui est tirée de Yasuke. Donc, j'ai une contraction entre les deux. Et donc, je commence à tester autour de moi. Donc, première personne qui est là depuis le début, depuis toujours. Donc, Emily m'accompagne. Donc, je lui dis, Mosuke, qu'est-ce que t'en penses? Elle fait, ah, trop stylé, j'adore et tout. Alors que elle est très terre à terre, donc c'est j'adore ou je déteste. Donc là c'est j'adore, donc je dis cool. Ça, c'est hyper pratique. donc je dis cool, elle adore, donc ça c'est cool. Donc je laisse mes beaux-parents, mes frères, tout le monde valide. Donc je commence à bosser un peu. Et un jour, je sais pas pourquoi, je bosse et je vois le chef, je lui dis chef, qu'est-ce que vous pensez? Je suis pour mon restaurant de Mosuke. Et là il s'installe, il me regarde comme ça, il regarde le plafond et il fait Mosuke. Il répète plusieurs fois comme ça. Je sais qu'est-ce qu'il prend, il a un bug. Il me fait non mais Maurice, ça marche. Hein. Il me fait ça marche, c'est super. Il me fait ça veut dire quoi? Du coup je lui ai expliqué ça. Il me fait mais c'est génial, il faut que tu gardes cette idée. Vas-y fonce. Donc je sors là, gonflé à bloc. Et donc à partir de ce moment, je commence à travailler le donc concept là, de Mosuke en parallèle. Dans ton idée, t'es encore avec Thierry Marx et tu bâtis, enfin tu commences à dessiner ce que va devenir Mosuke, quoi. Ouais c'est ça, et je bâtis l'idée de ce qui va être Mosuke, mais je suis toujours en mandat oriental, donc je fais mon boulot d'un côté, l'autre côté, le soir quand je rentre, entre minuit et 2h, je bosse Mosuke, et au bout d'un moment, j'ai commencé à bosser un peu mon business plan. Et je me dis qu'il va falloir de l'argent. Et donc je commence à faire mes premières recherches de financement et tout. Et il y a une idée qui germe dans ma tête en me disant si je fais Top Chef, ça peut être pas mal pour pour l'ouverture d'un restaurant. J'envoie ma candidature, ça se fait quasiment plus maintenant. J'envoie ma candidature à M6 donc pour participer à Top Chef. Là, un jour, mon téléphone sonne. Oui, c'est les équipes de casting de M6. On aimerait bien vous rencontrer pour Top Chef. Et donc là démarre l'aventure des castings M6 parce que ça dure longtemps. Ouais. Et donc. Et parce qu'il y a du monde. Ouais, c'est ça, il y a du monde. Donc il y a beaucoup à dégrossir. Et donc là, je passe tous les steps de casting. Donc ça passe par 1, 2, 3 interviews. Donc une première au téléphone, une deuxième sur place, une troisième qui est filmée. Et au bout de 3 interviews, vient une épreuve cuisine. Où on cuisine en 2 épreuves. Donc la première, c'est un panier. Donc on ramène ses ingrédients. On a 1 heure pour cuisiner notre recette un peu signature. Ouais. Et une deuxième où c'est un panier, 45 minutes, où il faut sortir une assiette avec le panier en 45 minutes. Et donc, arrivé au bout de là, je pars en vacances. Donc, j'ai fait tous mes castings, je pars en vacances. Et là, je suis au Brésil et mon téléphone sonne. Je décroche et là, c'est M6. Top Chef, c'est bon pour nous. Vous faites Top Chef en septembre. Je dis quoi en septembre? Non mais vraiment les gars, j'ai pas prévenu le chef. Je suis en vacances, je suis pas préparé du tout. Et pourquoi tous les candidats de Top Chef disent toujours ta mère, j'ai pas prévenu le mec? Vraiment, là vous me gâchez mes vacances quoi. Là, j'ai juste envie de rentrer là quoi. Et donc là, je rentre en catastrophe en doute. Je vois chef Varg, je lui dis chef, je suis désolé, mais je vais devoir déposer ma démission pour là, j'ai les castings Top Chef, mais il me fait, j'avais 6 mois de préavis, c'est un préavis énorme, ça faisait 2 ans et demi ça fait 4 ans et demi que j'étais là, donc je sais pas si on peut réduire, ou si on peut trouver quelque chose, donc il arrive à me trouver un arrangement sympa pour que je puisse participer à Top Chef sans que ça soit trop embêtant, et donc je pars donc fin septembre, je pars en congé, un peu indéterminé parce que on sait pas combien de temps je vais rester dans l'aventure. Et me laisse m'entraîner pendant le mois de septembre dans la cuisine du banquet, tester 2-3 recettes et tout pour préparer à Top Chef. J'en profite pour demander 2-3 conseils quand même, parce que oui, il connaît la machine. Parce qu'il connaît la machine. Et donc, franchement, le conseil me fait, franchement, Maury, fais ta cuisine, sois toi-même. Il me dit surtout ne triche pas. Et la caméra voit tout, c'est tout. Donc, fais pas semblant parce que ça se voit à la caméra. Donc, juste fais ta cuisine et sois toi-même. Et là, fin septembre... l'aventure démarre. Donc l'aventure démarre. Et en même temps, en parallèle, j'arrive à trouver les financements, moi, pour ouvrir mon restaurant. Ah bon? Ouais, donc... Avant le début de l'aventure? Ouais, avant le début de Top Chef. Tu t'étais dit, je vais faire Top Chef parce que ça va m'aider, et finalement, ça va. Finalement, j'avais les sous, mais j'avais pas le prêt de la banque. Donc j'avais les sous, j'avais mon apport de base, mais j'avais pas encore les prêts des banques.
Donc, ouais, je travaille toujours sur plusieurs timelines en parallèle, donc ça va être... Désolé, ça va être dur à monter pour toi, mais... Non, mais il y a toujours plusieurs choses qui se passent en même temps. J'arrive pas à faire une chose, donc je suis toujours sur plusieurs choses. Donc, en même temps que cette aventure Top Chef démarre, donc moi, j'ai bouclé mes financements pour le restaurant. Donc, c'est trop cool. Je me dis, putain, trop bien, j'ai les financements. J'ai juste à assurer pendant Top Chef et pas faire de la merde. Ouais. Et derrière, bon, normalement, il y aura Les pas trop de problèmes pour l'ouverture, quoi. Ouais. Et donc là, Top Chef démarre. Donc, une super aventure, franchement. J'ai C'est beaucoup de impressionnant au pression, début, non ? Ouais, bah, c'est impressionnant parce que on commence, on a 2 caméras, un journaliste, un preneur de son, on a 4 personnes avec soi en permanence. On nous pose des questions tout le temps. Donc, il y a une vraie période d'adaptation, on va dire, hein, sur les 3-4 premières épreuves, quand même. On est encore en rodage. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas les habitudes parce que, en fait, filmer de la cuisine à la télé, c'est pas facile. Ça paraît facile, mais c'est pas facile. Et on doit dire tout ce qu'on fait. Ouais. Et ça, c'est une habitude qu'on n'a pas en cuisine. Non, mais forcément. Je coupe un oignon, je suis pas en cuisine en train de dire je coupe un oignon. Puis ensuite, on se demande pourquoi on dit tout ce qu'on fait, mais on est obligé de le faire pour que ça soit clair pour tout le monde, quoi. Donc, je coupe un oignon. Ensuite, je mets à cuire, puis je rajoute du sel. Et au début, on n'a pas ces réflexes. Donc, le journaliste, il nous relance qu'est-ce que tu fais là ? Et donc, on a toujours l'impression d'être interrompu dans ce qu'on est en train de faire. Donc, là, je coupe un oignon. Non, faut pas que tu me répondes. Dis-le juste, je coupe un oignon. Donc, et qu'est-ce que tu vas faire après ta recette ? Et petit à petit, on prend l'habitude de le faire automatiquement. Donc, là, je coupe un oignon. Je vais le cuire. Je récupère mon bœuf. Je vais faire ça. Pourquoi ? Parce que je vais faire cette recette. En 10 minutes, c'est plié. Je suis tranquille pour faire mon épreuve. Ouais, et donc, mais ça demande 3-4 épreuves avant. Donc, au début, c'est assez rude parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps. Et après, petit à petit, on acquiert l'expérience comme ça. Et les semaines passent. Tu rencontres les autres, les concurrents. Ouais, je rencontre les concurrents. Sacrée époque, sacrée saison, parce qu'on s'en souvient de cette saison. Ouais, c'est une super saison. On avait des persos qui étaient assez ouf. Et franchement, c'était une ambiance dont je me souviendrai toujours parce qu'on était tous hyper potes. Mais quand l'épreuve démarrait, en fait, on était tous très bons et rien à foutre, t'es mon pote, mais je vais gagner l'épreuve, tu vois. Il y avait qui autour de toi pour les gens, pour qu'ils s'en souviennent ? Il y avait. Moi, il y avait Adrien. On était dans la même équipe. Adrien, c'est un frérot maintenant. Mais on était dans la même équipe et quand on n'était pas ensemble l'épreuve, c'était mec, t'es mort. Et lui, c'était pareil dans sa tête, quoi. Dans la cachot, il y avait Mallory. Mallory, c'était pareil. C'était un chien fou, mais putain, qu'est-ce qu'il était bon. Il était bon, donc c'était pareil. C'était les gars, j'ai vous défoncé cette épreuve. Il y avait Diego, qui est aussi génial. Il y avait Justine, Gianmarco et franchement, on avait une saison, il y avait beaucoup David Gallienne, il y avait beaucoup de gens qui étaient hyper fun, des grosses personnalités, des très bons cuisiniers aussi. Et vraiment, c'était sans pitié sur les trucs. Hein. C'était vas-y, je t'enlève ton oignon qui crame, mais bon, c'est pas qu'un oignon, tu vois. Ça se taclait beaucoup et c'était toujours dans une bonne humeur, quoi. Et donc, c'était une super saison. On s'est éclaté à la faire. Et finalement, on sentait que le niveau, il augmentait parce que tout le monde voyait qu'autour, ça envoyait du lourd. Donc, chaque épreuve, on sentait que... Il y avait de l'émulation. Ouais, il y a de l'émulation. Vraiment, on a senti sur cette saison et d'épreuve en épreuve, on sentait que, au fur et à mesure, Adrien avait commencé doucement dans le concours, mais il montait aussi en puissance. On sentait qu'il sortait des trucs de plus en plus fous. Pareil pour Mallory, pareil pour Diego. Donc, tout le monde montait son niveau comme ça, petit à petit. Et c'était assez cool comme expérience pour moi parce que... c'est la première fois où j'étais libre de faire ma cuisine et de proposer des recettes qui étaient totalement les miennes, quoi. Et qui se sont retrouvés hyper exposés. Ouais, et qui se retrouvaient hyper exposés. Alors les gens ne goûtent pas, mais c'est des millions de personnes qui voient ce que tu fais. C'est ça, c'est des millions de personnes qui voient ce qu'on fait. Donc c'est quand même une pression de se dire, faut pas que j'envoie un truc trop nul. Mais en même temps, on a cette fougue un peu de la jeunesse de se dire, mais faut que le chef qui découvre et qui déguste, il prenne une claque, quoi, à chaque fois, quoi. Faut qu'il comprenne qu'est-ce que c'est que ma cuisine. Tu dois avoir des grands souvenirs de dégustation, non ? J'imagine, quand tu t'es retrouvé face à des chefs qui sont... Ouais, je me souviens une dégustation avec Jacques Maximin que j'adore, que maintenant j'ai souvent par texto et tout, nous envoie des stagiaires et qui avait découvert justement, je m'étais amusé c'était une épreuve, on était à 3 et on s'était amusé à faire Adrien m'avait suivi, on avait fait un pigeon avec la sauce yassa et donc c'est la première fois qu'il goûtait la sauce yassa et c'était en mode avec son col bleu blanc rose, ouais. tout Jacques Maximin qu'il était. Wow, c'était génial cette recette, il était comme un gamin quand il me posait des questions à la fin, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Et c'est dit, trop bien, avec ma cuisine, j'arrive à attirer la curiosité d'un Jacques Maximin, quoi. Ouais. Et il y a des moments comme ça, ouais, donc je me souviendrai toujours, quoi. En parallèle de l'aventure, moi, je visitais des lieux, des locaux, des restaurants, donc dès qu'il y avait des jours off ou des temps morts, j'en profitais,
bon, j'y vais, j'ai un restaurant à visiter et tout, entre deux. Donc, je visitais des restaurants pour trouver le bon lieu parce qu'il faut déjà avoir le lieu pour pouvoir avoir les financements par prêt. Et donc, l'aventure se termine. Et le lendemain, j'ai une visite de restaurant. Et donc, je me retrouve ici, là. Là, on est actuellement, donc ce qui va être le Mosuke. Et le lendemain de mon élimination, donc je suis comme ça, je suis dégoûté. Je me dis, putain, fais chier, j'aurais pu aller plus loin. À quel moment de la compétition? Je pars juste après la guerre des restos, donc on n'est plus que 5 Ouais, dans le concours, donc juste avant les quarts de finale. Et je pars vraiment un peu dégoûté, mais en même temps, j'ai la sensation du devoir accompli. Je me dis, bon, quand même, j'ai pas l'impression d'avoir un parcours dégueulasse. J'ai eu des victoires, il y a eu des belles épreuves. Et donc, je suis un peu dans ce mélange un peu en même temps, il y a toute la pression qui tombe parce que on s'en rend pas compte, mais en fait, on est épuisé. Moi, je suis parti, ça faisait 1 mois et demi qu'on tournait, mais en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est toujours sous adrénaline, mais en fait, on est cramé complet. Donc, il y a toute cette fatigue qui tombe d'un coup quand on sort. Donc, on est cuit. Et le lendemain, donc, j'attaque cette visite. Je me dis, bon, le 14e, c'est vraiment pas le quartier que je ciblais. Donc, j'y vais un peu en traînant les pieds. Et je découvre ce lieu. Et littéralement, j'adore ce que je vois. Waouh, c'est trop bien, cette petite maison posée là, la salle, la cuisine. Le restaurant qui était là avant, le Kobea, était étoilé. Donc, je sais que la prétention étoilée, donc dans ce lieu, ça passe. Et je ressors de là, waouh, je crois que j'ai trouvé le bon lieu. Et donc, je dépose une offre. Donc là, on est fin novembre, début décembre 2019. Ouais. Et pour que les gens l'aient en tête, à partir du moment où toi, tu es à nouveau dans cette réalité du restaurant, les gens te connaissent pas encore parce que les diffusions n'ont pas démarré. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, le concours est tourné, mais personne. Toute la France va te découvrir dans quelques mois. Mais à l'heure où l'histoire du restaurant se débloque. Ouais, c'est ça. Personne, non, c'est pas qui je suis. Donc, je vais voir les banquiers. Je leur dis, bon, voilà, j'ai mes financements. Je crois avoir trouvé le lieu. On dit, ok, très bien, votre dossier, vous avez fait que du panache, c'est génial. Je suis accompagné par ma compagne, Émilie, qui, elle, a fait du contrôle de gestion, donc ça les rassure sur le financier. Ouais, c'est vrai. Donc là, ça va, tout se passe bien. Et argument massu, je serai dans la prochaine saison Top Chef. Boum. Et là, chez toutes les banques, mais tout se débloque. Donc je me dis, j'ai bien fait de faire Top Chef. Et à ce moment-là, en fait, on se retrouve avec les banquiers qui nous appellent pour dire, bon, alors, vous voulez le financement et tout. Et je me dis, putain, trop bien, on va l'ouvrir ce restaurant, quoi. Et donc, fin décembre, j'ai mes financements, j'ai une banque, donc j'ai mon restaurant, Top Chef est fait, c'est dans la boîte, donc tout est ok. Mais on commence à avoir les premiers articles qui tombent sur un truc qui s'appelle le Covid, qu'on appelle à l'époque la grippe chinoise ou ce qu'on veut, mais donc on est en décembre 2019. Donc en janvier, on signe la promesse de vente, donc je suis censé prendre les clés en mars 2020. Ouais. Nickel. donc je suis censé prendre les clés en mars 2020, donc je commence à tout enchaîner. Pour moi, c'est parfait parce que Top Chef, la diffusion débute en février 2020. Donc je me dis, mais parfait, février 2020, je débarque, mars, le temps d'un mois de travaux, avril, j'ouvre, quoi. Donc le timing est juste parfait pour moi. Donc à ce moment-là, j'ouvre en pleine Top Chef Mania, on va dire, et le restaurant est plein tout de suite. Donc le plan est parfait. Et donc, le Covid arrive à ce moment-là. Et donc, on arrive à renégocier avec le propriétaire des lieux. Pour repousser. Ouais. Et par contre, ne pas renégocier le prix. Parce que ce qui se passait à ce moment-là, c'est que d'autres en profitaient pour dire, bon, ce qui se passe, je t'achète moins cher. Là, on dit, bon, on renégocie pas le prix. Le prix sera le prix d'avant Covid. Mais par contre, je vais prendre les clés que quand c'est vraiment safe. Et donc, moi, cette période de confinement, en fait, je la passe tranquille parce que ça me permet de finaliser réellement ce que Mosuke va être. D'affiner, d'aller dans le détail, que ça soit la philosophie du restaurant, que ça soit les plats que je vais faire. Donc ça m'a vraiment... Et je ressens aussi beaucoup ce côté-là sur beaucoup de projets, que ce soit des hôtels ou des restaurants qui est en vert en septembre 2020. C'est des projets qui sont vachement aboutis parce que les gens ont eu beaucoup de temps pour les préparer parce que tout le monde a été repoussé. Et donc, généralement, ça donne quand même des trucs qui sont très, très précis. Et puis, entre-temps, la France te découvre. Et comme la France est confinée, il y a beaucoup de monde devant la télé. C'est ça, donc là, grosse saison en termes d'audience. C'est ça, c'est pas prévu du tout. Et on est sur une saison, peut-être une des plus grosses saisons de Top Chef au niveau de l'audience, parce que tout le monde est confiné et que les gens
beaucoup n'ont que ça à faire de regarder la télé. Beaucoup se découvrent une passion pour Top Chef parce que ça amenait beaucoup de gens qui ne regardaient pas la télé, qui n'étaient pas chez eux le mercredi soir ou qui ne regardaient pas Top Chef. Beaucoup de gens cuisinent à ce moment-là parce que beaucoup de gens se retrouvent chez eux, donc ils cuisinent, donc ils sont tout le temps dans la cuisine. Ils sont vraiment dedans. Il y a une résonance et la cuisine a pris vachement d'importance pour les gens à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, t'arrives à ce moment-là. Et nous, on débarque à ce moment-là. Salut, c'est Top Chef. Paf. Et donc, boum, c'est une saison qui a un écho formidable. Et par chance, en plus, la saison, avec toutes les personnalités qui occupent cette saison, est une saison qui est hyper intéressante. Pour moi, c'est une des meilleures, mais je dis pas ça parce que j'y étais, hein. Mais vraiment parce qu'en la regardant, en fait, c'est trop cool. Il se passe toujours un truc. Il y a toujours un mec qui te sort un plat de ouf. C'est jamais le même. Et donc là, ça a littéralement explosion sur les réseaux sociaux, du coup, aussi. Et on sent qu'il y a un fort engouement. Donc je me dis, oula, le restaurant, on va l'ouvrir, mais ça va être peut-être un peu plus vénère que ce que je pensais. Surtout que ça reste en trop de couverts qu'on ouvre. Et donc arrive le déconfinement. Donc à ce moment-là, je prends les clés du restaurant. Donc j'ai les clés, mais bon, il y a toute une période de travaux à effectuer. Donc on prend les clés en fin juillet, je crois. Fin juillet, début août. Et entre-temps, j'ai une proposition pour faire un restaurant éphémère au Palais de Tokyo. Donc à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de me lancer dans un restaurant éphémère alors que Mosuke est censé ouvrir en septembre? Mais comme je suis toujours animé par faire plusieurs choses en même temps, je me dis, bon allez, on se lance, c'est bien, ça va permettre de faire un petit tour de chauffe sur des goûts. Ouais, de roder des choses, ouais. De roder des choses, bien que ça soit pas un restaurant gastronomique, parce que c'est un restaurant qui finalement fera entre 400 et 500 couverts service. Donc c'est une grosse machine. Donc clairement, il ne s'agit pas d'une cuisine gastronomique, mais ça m'a permis de tester la sauce mafé, de tester le travail du piment, des épices sur les clients. Donc clairement, ça ouvre, c'est un bordel géant. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Les gens sont déconfinés, il y a une énergie qui est folle. Tout le monde a envie de faire la fête. Tout le monde a découvert Top Chef, tout le monde a envie de goûter ma cuisine. Genre, il y a un engouement que j'avais pas du tout anticipé. Donc ce premier projet, en fait, finalement, qui, moi, servait de tour de chauffe, en fait, ça devient un succès monstre et c'est énorme, quoi. Genre, on fait 500 couverts tous les soirs. Et donc, une super expérience. Il y a eu du très bon, il y a eu du beaucoup moins bon aussi, mais c'est juste... Ouais. Mais c'était l'énergie du projet, quoi. Vraiment, et c'est ce que je retiens de ce projet, c'est que c'était une énergie assez folle. Et donc, en septembre, septembre 2020, j'ouvre Mosuke. Et je ferme ce chapitre où jusqu'ici j'étais un chef qui travaillait pour des chefs, donc qui étaient là pour réaliser leurs recettes, au chef qui lui présente et est là avec ses équipes et vraiment je suis à la maison, je suis chez moi. Et il y a ce côté aussi et c'est mon identité que je vais c'est ça, je vais faire ma cuisine quoi. La première fois, je vais accueillir mes clients. Donc des clients qui vont venir, qui vont payer, qui ont aussi des attentes. Et c'est pas Top Chef non plus, c'est des chefs qui dégustent. Donc il y a tout ce mix et puis aussi un restaurant. Donc quand on ouvre son restaurant, donc je suis chef propriétaire. Donc il y a toute la partie aussi comptabilité. Il y a certains chiffres à faire rentrer aussi. Il y a toute cette responsabilité qui arrive, le bien-être du staff, les équipes, s'occuper aussi de surveiller la salle, toute la dimension des accords avec la sommellerie. Il y a vraiment énormément de choses qui rentrent en compte. Et donc toutes ces choses-là, il faut les maîtriser, quoi. Et donc on ouvre comme ça avec une équipe jeune. Quand on ouvre, l'équipe elle a 23 ans de moyenne d'âge. Donc mon sous-chef a 22 ans. On est deux en cuisine avec un apprenti. C'est la première fois de ma vie que je travaille dans un restaurant d'ailleurs. Oui. C'est mon restaurant, mais j'avais travaillé que dans des hôtels, que dans des palaces. Il y a une petite appréhension, mais en même temps je suis hyper content et j'ai trop hâte de proposer cette cuisine à mes clients, quoi. Premier service, on fait un soft opening où j'invite toute la famille et les amis justement pour se roder. Et là, c'est catastrophe. Non pas pour les assiettes qu'on envoie, mais pour le rythme. J'avais fait un menu qui était beaucoup trop long. Comme tout jeune chef, je voulais montrer que je savais faire plein de trucs et tout. Et j'ai fait un menu en 11 services. Donc on commence à 20h, on finit les 2h du match, je crois. Ça va pas être possible. Donc je passe toute la nuit, je dors pas. Je passe toute la nuit à réfléchir, à me dire non mais attends, faut que je trouve un truc, faut que je réduise les plats parce que le lendemain on est ouvert avec des vrais clients dans la salle. Et donc là je cut un quart du menu. Donc on passe à un menu en 7 plats. Donc je dégage plein de choses, il y a des choses que je simplifie et autres. Et là je me dis il faut que ça passe parce que j'ai pas de plan B. Et donc on ouvre et ce premier service avec des clients, trop cool. Les gens sont trop contents, les retours, les gens comprennent la cuisine que je veux faire. Parce que l'idée c'était vraiment de faire cette cuisine qui était entre les gastronomies françaises, africaines et japonaises. Sur le papier,
Enfin, si C'est t'as une pas cuisine de... c'est ça, sur le papier, on sait pas ce que ça va donner. Donc c'est une cuisine qui a jamais été vue avant. Et clairement, on n'est pas dans une cuisine, c'est ce qu'on explique au début, c'est que c'est ni une cuisine française, ni une cuisine d'Afrique, et ni une cuisine japonaise. C'est quelque chose où on va tirer le meilleur des trois. Je vais m'amuser à les faire converser, à les mixer, puis à les amener d'une manière beaucoup plus fondue, qui vont faire que c'est une cuisine qui est assez personnelle finalement. Au tout début, les plats un peu ambassadeurs, d'ailleurs, un plat qu'on fait toujours aujourd'hui, qui est le bœuf avec la sauce buffet, et qui est un de ces plats où j'ai le déclic justement de décider de croiser les trois, donc de faire cette sauce buffet vraiment classique avec un petit peu de miso dedans. Et le bœuf d'Aubrac qu'on fait maturer dans le karité, c'est une idée qui m'est arrivée vraiment par hasard un jour où j'avais envie de faire maturer mon bœuf, et que j'avais envie d'utiliser du karité, mais à deux moments différents d'une même journée. Je me suis dit, en fait, je vais essayer les deux ensemble. Et donc ce plat, tout de suite, les gens, le mafé, j'ai déjà goûté, mais jamais comme ça et tout. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un vrai engouement pour ce plat. Et c'est vraiment devenu un des plats, j'étais cette notion de signature, mais en tout cas, un des plats emblématiques du lieu. Et justement, cette notion de plat signature, je l'accepte que quand ça vient des clients. Parce que ce plat, moi, c'était un des plats dans mon menu, mais je me disais pas, ce plat, il va cartonner. Je le fais, je me dis, c'est trop cool de faire un mafé, c'est un petit clin d'œil à ma maman et tout. Et après, il y avait d'autres petits morceaux où on s'éclatait. Par exemple, à Neuf, l'onsen tamago aussi, qu'on fait au restaurant. Et qui était vraiment un peu mon interprétation de la cuisine japonaise, quoi. Où c'était un goût qui est très japonais, où on a cet œuf avec ce bouillon d'ashi, justement. Et où je m'amuse à refaire ce bouillon d'ashi qui m'a fait avoir ce déclic pour la cuisine japonaise. Et quelque part, c'est un peu... c'est mon petit moment, c'est genre moi qui l'ai fait, ce dashi. Et où je continue à affiner mon palais à la manière... d'un artisan takumi japonais ou qui répète le même geste tous les jours, à chaque fois, et qui goûte les différentes nuances selon les petites choses qu'on change. Et finalement, ces deux plats sont un peu les plats qui représentent le plus ce qu'on fait chez Mosuke. Et qui ont trouvé tout de suite un écho, quoi. Ouais. Et on a un reconfinement qui nous tombe comme ça sur le coin de la tête. Donc on est obligé de couper cette dynamique qui était forte en fait sur le restaurant Mosuke avec les équipes où petit à petit je commençais à apprivoiser moi le lieu, les équipes en salle aussi, donc tout le monde était plus à l'aise. C'est quoi, ça laisse 2 mois? 2 mois? C'est moins de 2 mois, un mois et demi. C'est ça. Un mois et demi d'ouverture. Ça referme. Et boum, ça referme. Donc on est coupé dans cet élan où justement moi je commençais à amener plus de précision dans mes recettes, dans mes cuissons. On commençait à avoir une meilleure cadence. Les repas étaient plus courts, donc les gens aussi avaient une sensation de fluidité aussi, parce que moi le rythme dans un repas c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, parce que, et encore une fois, c'est encore des poupées russes, hein, mais à ce moment-là, on ferme. Donc, on décide de changer le concept pendant le confinement, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas si on va avoir des aides ou pas. Et donc, moi, j'ai des prêts à rembourser, j'ai des salaires à payer, j'ai un loyer à payer, donc il faut continuer à faire tourner l'entreprise. Et donc, on décide de faire le poulet frit, qui deviendra qui était Mosugo et qui donnera naissance à Mosugo qui existe aujourd'hui en adresse fixe. On fait du poulet frit, on faisait des burgers et tout. À emporter, du coup. Ouais, à emporter. Donc, on a fait ça pendant les 6 mois de confinement. Donc, énorme carton. Ouais, et donc, qui a super bien fonctionné. Et c'est vrai que je m'y attendais pas non plus. Et on avait une queue, mais devant, des fois, j'avais honte, quoi. On avait une queue, elle allait jusqu'à la boulangerie derrière et tout. En plus, on voyait bien à la vitre. Et on faisait attendre les gens 40 minutes pour un burger et tout. Putain, ça fait pas durer et tout. Du coup, je rachetais des friteuses. La cuisine, c'était que des friteuses. Il y avait des friteuses, mais partout. C'était ma hantise de laisser les gens attendre 45 minutes pour attendre leur burger et tout. À la fin, ça va, on n'attendait plus. Mais au début, c'est vrai qu'on n'était pas préparé à ça, quoi. Ouais. Et donc, c'était un carton complet, quoi. Et donc, c'était assez fou. Et là, donc, en janvier, je reçois un appel du directeur du guide Michelin, donc Wendell Foulenec, qui me dit, Maury, on a décidé de te remettre le trophée du jeune chef. Du jeune chef. C'est un nouveau trophée qu'on crée chez Michelin. On avait envie de te le remettre et tout. Donc, je fais pas trop cool et tout. Et je sais pas pourquoi, je suis pris d'une folie, je sors un truc, j'ai dit, c'est couplé d'une étoile? Et là, le Michelin qui me remet bien à ma place, il me fait, alors, c'est juste le trophée. Pour le reste, je peux rien vous dire, mais c'est juste le trophée. Je fais, ok, d'accord, je vais pas insister. C'est déjà très bien, le trophée, on a ouvert qu'un mois et demi. Ouais, c'est trop cool que Michelin soit passé, nous reconnaisse. Et donc, je lui dis, trop cool, quoi. Et donc, je vais à la cérémonie Michelin. Je me retrouve au milieu d'Enda Rose, Alexandre Mazia, Pierre Abbé, Pierre Gagnère et tout, je suis là, tranquille.
Et donc je reprends mon trophée, et, on me donne une première veste de cuisine. Et ensuite, après ça, je suis là avec Gwenda Pollenay, qui est la présentatrice, et qui ensuite m'amène cette deuxième veste. Je me dis déjà, qu'est-ce que je vais faire avec une deuxième veste et tout, avec l'étoile. J'ai le cerveau qui explose, quoi, littéralement. Je suis putain fou. Je pense à mes parents, je pense à ma femme qui, avec moi sur ce projet depuis le début. Et je me dis, c'est fou, quand on a ouvert 6 semaines, vraiment, vous êtes des fous, quoi. Vous nous donnez vraiment cette étoile, quoi, au bout d'un mois et demi d'ouverture, quoi. C'est vraiment un moment assez fou parce que moi, quand j'ouvre ce restaurant, oui, j'ai la prétention et l'ambition d'aller chercher l'étoile. Mais je me dis pas que cette étoile elle va arriver au bout d'1 an. Je me dis on va travailler patiemment, on va la voir. Je la veux, mais on va travailler tranquillement pour aller la chercher, quoi. Ouais, c'est assez fou, quoi. Et alors après, tu reviens auréolé, les choses vont se rouvrir, et là il va falloir partir mettre la gomme, quoi. C'est ça. Le souquet va être ouais. Et puis sous le feu des projecteurs en plus. Ouais, sous le feu des projecteurs, parce que finalement cette étoile c'est génial, mais c'est pas non plus un cadeau qui est fait tout de suite, parce que on a des détracteurs qui vont nous dire oui, une étoile au bout d'1 mois et demi, c'est pas possible. Pourquoi Mosuke, pas d'autres? Et ça crée un petit tumulte, on va dire, alors qu'on était nous assez tranquilles, hein, tout se passait bien, le restaurant était plein, il était plein avant, il le sera après, mais c'est vrai que ça crée un petit tumulte, une petite attente et tout. Et c'est vrai que on arrive au bout des 6 mois de confinement, donc, et on réouvre le restaurant donc avec un nouveau statut on est en juin, je crois. Je crois que c'est mi-juin où on déconfine, on peut rouvrir le restaurant. Donc mi-juin, on réouvre avec le nouveau statut de Mosuke, mais avec une étoile au guide Michelin. Donc, hallucinant quand même. C'est une histoire qui m'est jamais arrivée, ça. Ouais, tu ouvres un resto 1 mois, ça ferme, tu rouvres, t'es étoilé, enfin boum. Ouais, c'est ça. Donc, génial. Voilà, quoi. Donc c'est une nouvelle structure. On est un peu plus en cuisine. Donc on a une pression qui est comme celle d'une ouverture. Finalement, on ouvre une deuxième fois ce restaurant. Et donc une clientèle différente. Mais en même temps, une clientèle qui est beaucoup plus alerte, encore plus qu'elle l'était au début. Et c'est vrai que c'est une super belle réouverture. Finalement, on a une clientèle qui suit tout de suite. On a des gens qui acquiescent tout de suite et qui disent « Ah oui, on comprend pourquoi l'étoile ». Et au bout de 2 mois, il n'y a plus de sujet. Oui, ils ont une étoile, mais on sait pourquoi, quoi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment le challenge quand j'ai revu avec les équipes, c'est de dire je veux qu'il n'y ait aucun sujet sur le fait de l'étoile. Quand ça ouvre, on fait la même chose qu'on faisait avant. Et c'est aussi ce que le directeur de Michelin m'a dit, Gwenda Pollenay, qui a dit ton étoile, de toute façon, ça sert à rien de changer ta cuisine après. L'étoile, on te la donne pour la cuisine que tu faisais avant, quoi. Donc cette cuisine valait une étoile. Ce qui est assez cool, c'est que quelque part, je me sens, moi, dans cette étoile et avec l'ancienneté du restaurant, libéré un peu d'un, entre guillemets, un poids, mais en tout cas libéré de quelque chose qu'on devait faire au début, qui était d'asseoir un peu l'identité du restaurant, donc le triptyque France, Afrique, Japon. Ouais. Et on devait parfois un peu plus marquer le coup pour que ça soit évident pour les gens et que, en tout cas, pour installer quelque chose. Là, les gens qui viennent le savent presque avant, puisque c'est l'étoile qui l'a consacré. C'est ça, l'étoile a confirmé tout ça, et derrière, ça fait un peu de bruit, et donc le client qui arrive sait déjà que ce qui va se passer, c'est cette cuisine. Et quelque part, moi, ça me libère d'être trop imagé ou d'être trop premier degré sur ces recettes-là. Et donc, je commence à faire des recettes, moi, dans ma cuisine, qui sont de plus en plus personnelles. Donc, on va retrouver des plats comme le poulet yassa, que moi, j'adore, qui est mon plat préféré, mais que je vais amener d'une manière où, des fois, on verra pas l'oignon, d'autres fois, on verra pas le poulet, d'autres fois, en fait, on va juste travailler on sur verra pas le poulet. Ouais, le poulet va être un insert à l'intérieur ou juste une sauce où on va avoir la sauce. Et donc, je commence à aller sur des choses soit techniquement plus audacieuses, soit sur des plats où, au contraire, on va aller sur des choses qui vont être hyper réconfortantes, hyper douces et des techniques très simples. Et je sais qu'à l'ouverture, on nous aurait dit je m'attends pas à manger ça là. Mais maintenant, les gens savent que c'est un cuisinier qui a un bagage technique de cuisinier français qui est en cuisine. Et donc, en fait, ces recettes-là ne sont pas anachroniques chez Mosuke. Au contraire, ça permet justement de donner une respiration où elles sont encore plus
resplendissante quand elles sont ici parce que ça revient comme une petite pause, une petite minute France au milieu de tout ça. Et c'est encore plus apprécié, quoi. Ouais, et puis ils acceptent de te suivre. Là, on a l'impression que tu as une cuisine qui est quand même très pensée et à la fois assez spontanée. On sent que ça t'appartient et que ça vient assez spontanément. Ouais, l'idée... Comment elles viennent ces assiettes? Tu le vois ce process en toi ou... Ouais, ce process, souvent au début, ça me flattait de me voir comme un cuisinier un peu instinctif, qui l'idée jaillit, puis on la couche dans l'assiette et puis c'est super. Mais en fait, en réalité, l'idée jaillit de manière instinctive. Donc, je me dis, oh tiens, trop bien, en touchant un produit, en voyant une recette, en goûtant un truc. Là, instinctivement, je me dis, trop bien, je vais faire ça avec ça. Donc, ça va vraiment de manière instinctive. Mais derrière, il faut que je la bosse. En fait, une fois que j'ai l'idée, il faut que je prenne le temps de la construire, de la travailler, justement, et de l'intellectualiser, cette recette, et de se dire, c'est très bien cette idée de base, mais comment je peux l'amener plus loin? Et travailler avec beaucoup plus de complexité, sans forcément l'annoncer au client. Le client, il doit le sentir, mais il n'a pas forcément besoin qu'on lui explique pendant une demi-heure tout le travail. Au contraire, moi, je préfère quand même les cacher, ce travail. Et concrètement, c'est quoi tu passes par quoi? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu es direct sur ton feu? Et comment ça marche? Alors moi, j'écris tout de suite, je fige la recette parce que j'ai une mémoire d'environ 20 secondes sur ces sujets-là. Oui, parce qu'il y a toutes les timelines. Il y a le sujet suivant qui arrive très vite. Donc je la fige, je l'écris. Et après, par contre, j'ai besoin de toucher le produit. J'ai besoin pour moi, ça soit en cuisine. Je dessine pas, de toute façon je sais pas dessiner, donc moi c'est réglé. Je dessine pas. J'ai besoin d'avoir une assiette, d'avoir tous mes produits et de les coucher dans l'assiette. Et des fois, ça se fait même pendant le service. Donc, quand je sais que tous les goûts sont bons, je vais m'amuser. Je vais dire, tiens, on va essayer ce dressage, une table. Tiens, on va essayer ce dressage sur l'autre table, une autre table. Puis après, je recoupe et je garde le meilleur dressage. Mais j'ai ce besoin, moi, de toucher, de faire en direct, quoi, de travailler avec le produit, avec la matière. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on arrive à arriver au bout d'une recette. Et au moment où je sens que cette recette est, entre guillemets, parfaite et qu'il n'y a plus rien à améliorer, souvent, elle reste un peu à la carte et après, je la change. Ouais. Et on recommence à zéro avec autre chose. Et à la fin, là-dessus, moi, je me vois avancer gentiment vers cette deuxième étoile. Est-ce que ça sera ici? Est-ce que ça sera ailleurs? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée, c'est que pour continuer dans un processus d'amélioration continue, pour moi, je parle aujourd'hui, j'ai que 30 ans. Donc, pour moi, je suis encore au début. J'ai que 30 ans. Donc, il s'est passé plein de choses en 2 ans. Mais j'ai que 30 ans. Donc, pour moi, je dois continuer à m'améliorer en tant que chef, en tant que cuisinier. Et ça se passe, c'est possible que si je suis en cuisine. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en cuisine avec mes équipes le matin, le soir. Je suis toujours là. Quand je suis pas là, le restaurant est fermé. Et donc, pour moi, c'est important de continuer à me développer dans ma cuisine. Tu repenses parfois à celui que tu étais, petit, qui envisageait pas ça, qui jouait au foot, ou est-ce que tu échanges parfois avec les tiens sur ce que tu es devenu aujourd'hui, ce que tu représentes, ce que tu incarnes? Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. C'est vrai que ça, c'est mon gros défaut. Je prends rarement le temps de m'arrêter de regarder derrière. Non, mais et les autres, ils continuent à dire, t'es sûr et tout? T'es sûr que tu veux faire ça? Non, là, c'est bon. Non, c'est bon. Ma mère, elle a arrêté de me demander si j'étais sûr. Elle est ok. Si j'étais sûr. Elle juste t'inquiète quand on ouvre un nouveau restaurant en me disant, tu vas pas être trop fatigué. Je dis, au niveau de fatigue, c'est bon maintenant. Ouais, c'est réglé. Il y a plus de problème maintenant, on gère. Mais sinon, c'est bon. Elle me demande plus si je suis sûr. Elle me demande juste si tout se passe bien, si le restaurant va bien, si tout tourne comme je voulais. Mais on me demande plus si je suis sûr maintenant. Ça va. J'y ai pensé à la maman de Maury tout au long de cet épisode. J'ai pensé à cette femme qui avait vu un jour son fils surprendre en disant qu'il voulait être cuisinier. J'ai rencontré beaucoup de chefs qui ont choisi leur voie contre la vie ou à la surprise de leurs proches, mais lui, avec tout ce qui lui était étranger, ses artichauts incompris, ce fenouil qui était un Big Bang et ses pamplemousses qu'il fallait dompter, il est parti sur une intuition et il a réussi à se bâtir une solide colonne en cours de route. Ce qu'il faut se dire aussi quand on considère la carrière de Maury Sacco, c'est que sa cuisine, finalement, il l'avait en lui. Et ce, bien avant qu'il n'ait saisi la moindre casserole. Et c'est toujours ainsi que se dessine le destin d'un grand créatif. Sa cuisine, elle s'est construite en marge des parties de foot avec les frères et les copains. Quand, rincé du sport, on se pose dans son lit et on ouvre un manga pour la bagarre. La cuisine pose ainsi des pierres sans prévenir quand, au détour d'un onigiri dans Pokémon, d'un ramen de l'ado Naruto, on se dit qu'on aimerait bien goûter pour voir. Et tiens, quand rincé par un match de foot encore, on voit à la télé la cuisine d'un palace. Il n'en a pas fallu plus pour se lancer. En revanche, pour Maury, il a fallu s'accrocher pour emprunter ce chemin et curieusement,
il a fallu suer, se donner pour découvrir ce qui finalement sommeillait en lui. Il connaissait ses mangas par cœur, mais il a fallu croiser pour de vrai un bouillon d'ashi pour que tout bascule. Il y a donc quelques enseignements à tirer, et si on voulait les résumer, peut-être qu'il suffirait d'un geste qu'il fait spontanément, tout le temps, et c'est pas le cas de tout le monde peut-être, qu'il suffirait de sourire. À une lettre près, vous remarquerez, on obtient s'ouvrir. S'ouvrir à l'autre, à sa culture, sa différence, son héritage. S'ouvrir tout simplement pour voir qu'au fond de soi, la vie et les autres, encore une fois, ont laissé de quoi devenir le héros de son propre manga. Alors on va s'ouvrir davantage car c'est peut-être là son secret, celui qui fait qu'aujourd'hui, sa maman est sûre qu'il a trouvé sa voie, qu'elle pourrait même se vanter d'avoir un fils samouraï qui fait résonner le Mali et magnifie notre gastronomie. Respect, Musuke. Merci à tous de nous avoir suivis, merci des retours que vous nous faites après tous nos épisodes, hâte de lire quel effet vous a fait celui-ci. Parlez de notre travail autour de vous si vous appréciez, laissez des commentaires, partagez les épisodes sur les réseaux, vous le savez, on est sur Insta, @chef_podcast. Mettez-nous 5 étoiles, c'est essentiel pour que ces histoires touchent et inspirent celles et ceux qui, comme vous, aiment passionnément la cuisine. Allez, on fait un break parce que c'est les vacances et on se retrouve à la rentrée avec des nouveautés et un de ces castings, je vous raconte pas. Allez, passez un bel été et rendez-vous en septembre pour de nouveaux épisodes, de nouvelles histoires, de nouveaux chefs. Salut!